Première partie de La Belle et la Bête. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Première partie. Dans un pays fort éloigné de celui-ci, l'on voit une grande ville où le commerce florissant entretient l'abondance. Elle a compté parmi ses citoyens un marchand heureux dans ses entreprises et sur qui la fortune, au gré de ses désirs, avait toujours répandu ses plus belles faveurs. Mais s'il avait des richesses immenses, il avait aussi beaucoup d'enfants. Sa famille était composée de 6 garçons et de 6 filles. Aucun n'était établi. Les garçons étaient assez jeunes pour ne se point presser. Les filles, trop fières des grands biens sur lesquels elles avaient lieu de compter, ne pouvaient aisément se déterminer pour le choix qu'elles avaient à faire. Leur vanité se trouvait flattée des assiduités de la plus brillante jeunesse. Mais un revers de fortune, auquel elles ne s'attendaient pas, vint troubler la douceur de leur vie. Le feu prit dans leur maison. Les meubles magnifiques qui la remplissaient, les livres de compte, les billets, l'or, l'argent et toutes les marchandises précieuses qui composaient tout le bien du marchand furent enveloppés dans ce funeste embrasement, qui fut si violent qu'on ne sauva que très peu de chose. Ce premier malheur ne fut que l'avant-coureur des autres. Le père, à qui jusques alors tout avait prospéré, perdit en même temps, soit par des naufrages, soit par des corsaires, tous les vaisseaux qu'il avait sur la mer. Ses correspondants lui firent banqueroute. Ses commis dans les pays étrangers furent infidèles. Enfin, de la plus haute opulence, il tomba tout à coup dans une affreuse pauvreté. Il ne lui resta qu'une petite habitation champêtre située dans un lieu désert, éloigné de plus de 100 lieues de la ville dans laquelle il faisait son séjour ordinaire. Contraint de trouver un asile loin du tumulte et du bruit, ce fut là qu'il conduisit sa famille, désespérée d'une telle révolution. Surtout les filles de ce malheureux père n'envisageaient qu'avec horreur la vie qu'elles allaient passer dans cette triste solitude. Pendant quelque temps, elles s'étaient flattées que, quand le dessein de leur père éclaterait, les amants qui les avaient recherchées se croiraient trop heureux de ce qu'elles voudraient bien se radoucir. Elles s'imaginaient qu'ils allaient tous à l'envi briguer l'honneur d'obtenir la préférence. Elles pensaient même qu'elles n'avaient qu'à vouloir pour trouver des époux. Elles ne restèrent pas longtemps dans une erreur si douce. Elles avaient perdu le plus beau de leurs attraits, en voyant comme un éclair disparaître la fortune brillante de leur père. Et la saison du choix était passée pour elles. Cette foule empressée d'adorateurs disparut au moment de leur disgrâce. La force de leur charme n'en put retenir aucun. Les amis ne furent pas plus généreux que les amants. Dès qu'elles furent dans la misère, tous, sans exception, cessèrent de les connaître. On poussa même la cruauté jusqu'à leur imputer le désastre qui venait de leur arriver. Ceux que le père avait le plus obligés furent les plus empressés à le calomnier. Ils débitèrent qu'il s'était attiré ses infortunes par sa mauvaise conduite, ses profusions et les folles dépenses qu'il avait fait et laissé faire à ses enfants. Ainsi, cette famille désolée ne put donc prendre d'autre parti que celui d'abandonner une ville où tous se faisaient un plaisir d'insulter à sa disgrâce. N'ayant aucune ressource, ils se confinèrent dans leur maison de campagne, située au milieu d'une forêt presque impraticable et qui pouvait bien être le plus triste séjour de la terre. Que de chagrins ils eurent à essuyer dans cette affreuse solitude. Il fallut se résoudre à travailler aux ouvrages les plus pénibles. Hors d'état d'avoir quelqu'un pour les servir, les fils de ce malheureux marchand partagèrent entre eux les soins et les travaux domestiques. Tous à l'envi s'occupèrent à ce que la campagne exige de ceux qui veulent en tirer leur subsistance. Les filles, de leur côté, ne manquèrent pas d'emploi. Comme des paysannes, elles se virent obligées de faire servir leurs mains délicates à toutes les fonctions de la vie champêtre. Ne portant que des habits de laine, n'ayant plus de quoi satisfaire leur vanité, ne pouvant vivre que de ce que la campagne peut fournir, bornées au simple nécessaire,
mais ayant toujours du goût pour le raffinement et la délicatesse, ces filles regrettaient sans cesse et la ville et ses charmes. Le souvenir même de leurs premières années, passées rapidement au milieu des ris et des jeux, faisait leur plus grand supplice. Cependant, la plus jeune d'entre elles montra dans leur commun malheur plus de constance et de résolution. On la vit par une fermeté bien au-dessus de son âge prendre généreusement son parti. Ce n'est pas qu'elle n'eût donné d'abord des marques d'une véritable tristesse. Qui ne serait pas sensible à de pareils malheurs? Mais après avoir déploré les infortunes de son père, pouvait-elle mieux faire que de reprendre sa première gaieté, d'embrasser par choix l'état seul dans lequel elle se trouvait, et d'oublier un monde dont elle avait avec sa famille éprouvé l'ingratitude et sur l'amitié duquel elle était si bien persuadée qu'il ne fallait pas compter dans l'adversité? Attentive à consoler son père et ses frères par la douceur de son caractère et l'enjouement de son esprit, que nimaginait elle point pour les amuser agréablement? Le marchand n'avait rien épargné pour son éducation et celle de ses sœurs. Dans ces temps fâcheux, elle en tira tout l'avantage qu'elle désirait. Jouant très bien de plusieurs instruments qu'elle accompagnait de sa voix, s'était invité ses sœurs à suivre son exemple, mais son enjouement et sa patience ne firent encore que les attrister. Ces filles, que de si grandes disgrâces rendaient inconsolables, trouvaient dans la conduite de leur cadette une petitesse d'esprit, une bassesse d'âme et même de la faiblesse à vivre gaiement dans l'état où le ciel venait de les réduire. « Qu'elle est heureuse !» disait l'aînée. « Elle est faite pour les occupations grossières. Avec des sentiments si bas, qu'aurait-elle pu faire dans le monde ?» Pareils discours étaient injustes. Cette jeune personne eût été bien plus propre à briller qu'aucune d'elles. Une beauté parfaite ornait sa jeunesse, une égalité d'humeur la rendait adorable. Son cœur, aussi généreux que pitoyable, se faisait voir en tout. Aussi sensible que ses sœurs aux révolutions qui venaient d'accabler sa famille, par une force d'esprit qui n'est pas ordinaire à son sexe, elle sut cacher sa douleur et se mettre au-dessus de l'adversité. Tant de constance passa pour insensibilité, mais on appelle aisément d'un jugement porté par la jalousie. Connue des personnes éclairées pour ce qu'elle était, chacun s'était empressé de lui donner la préférence. Au milieu de sa plus haute splendeur, si son mérite la fit distinguer, sa beauté lui fit donner par excellence le nom de la belle. Connue sous ce nom seul, en fallait-il davantage pour augmenter et la jalousie et la haine de ses sœurs? Ses appas et l'estime générale qu'elle s'était acquise eût dû lui faire espérer un établissement encore plus avantageux qu'à ses sœurs. Mais touchée seulement des malheurs de son père, loin de faire quelque effort pour retarder son départ d'une ville dans laquelle elle avait eu tant d'agréments, elle donna tous ses soins pour en hâter l'exécution. Cette fille fit voir dans la solitude la même tranquillité qu'elle avait eue au milieu du monde. Pour adoucir ses ennuis dans ses heures de relâche, elle ornait sa tête de fleurs, et comme à ces bergères des premiers temps, la vie rustique, en lui faisant oublier ce qui l'avait le plus flatté au milieu de l'opulence, lui procurait tous les jours d'innocents plaisirs. Déjà 2 années s'étaient écoulées, et cette famille commençait à s'accoutumer à mener une vie champêtre, lorsqu'un espoir de retour vint troubler sa tranquillité. Le père reçut avis qu'un de ses vaisseaux qu'il avait cru perdu venait d'arriver à bon port richement chargé. On ajoutait qu'il était à craindre que ses facteurs, n'abusant de son absence, ne vendissent sa cargaison à vil prix, et que par cette fraude ils ne profitassent de son bien. Il communiqua cette nouvelle à ses enfants, qui ne doutèrent pas un moment qu'elle ne les mît bientôt en état de quitter le lieu de leur exil. Surtout les filles, plus impatientes que leurs frères, croyant qu'il n'était pas nécessaire d'attendre rien de plus positif, voulaient partir à l'instant et tout abandonner. Mais le père, plus prudent, les pria de modérer leur transport. Quelque nécessaire qu'il fût à sa famille, dans un temps surtout où l'on ne pouvait interrompre les travaux de la campagne sans un notable préjudice, il laissa le soin de la récolte à ses fils et prit le parti d'entreprendre seul un si long voyage. Toutes ses filles, excepté la cadette, ne faisaient plus de doute de se revoir bientôt dans leur première opulence.
elles s'imaginaient que quand le bien de leur